Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une tuméfaction rétromalléolaire interne douloureuse. Il s'agit d'une patiente de 40 ans qui sent une tuméfaction rétromalléolaire médiale gauche et qui est douloureuse à l'effort. Cette tuméfaction est parfois associée à des paresthésies qui irradient dans tout le pied jusqu'aux orteils. Il n'y a pas de notion de croissance de cette tuméfaction. On compare les deux côtés de la patiente et on s'aperçoit que cette tuméfaction est unilatérale. Elle est présente à gauche et absente à droite. On a ici le creux du pied, alors que du côté gauche, on a une voussure. On effectue une échographie comparative. Au niveau du côté sain, à droite, au tunnel tarsien, on retrouve le tendon du tibial postérieur, le fléchisseur des orteils, le pédicule vasculo-nerveux tibial et le long fléchisseur de l'hallux. Au niveau du tunnel tarsien à gauche, à l'endroit de la voussure, on retrouve cette masse tissulaire à contours réguliers, hétérogène, vraiment d'échogénicité musculaire en faveur d'une structure musculaire accolée au tunnel tarsien. Voici en vidéo cette image musculaire jusqu'au tunnel tarsien et cette image musculaire s'insère sur le muscle solaire. On est ici à droite du côté sain avec le tunnel tarsien classique. Concernant cette image musculaire, on fait le diagnostic de muscles solaires accessoires qui provoquent un syndrome du tunnel tarsien. Le muscle solaire accessoire s'insère sur le solaire, va ensuite descendre le long du bord médial du pied et va venir au contact du tunnel tarsien, ce qui à l'effort provoque les paresthésies de la patiente. Voici le muscle solaire accessoire retrouvé chez notre patiente. Concernant la proposition de traitement, j'ai proposé dans un premier temps de réaliser une injection de toxine botulique afin d'amyotropher le muscle. Ceci n'a pas d'autorisation sur le marché et est donc effectué hors AMM. Sur une première injection, j'ai injecté 50 unités de toxine botulique de type A et j'ai revu la patiente 4 mois plus tard. L'amélioration des symptômes était partielle. En recherchant la littérature, j'ai retrouvé cette étude de l'équipe de Strasbourg du professeur Isner Robetti qui a effectué une étude sur 5 cas avec des injections de toxine botulique. Concernant les patients de cette étude, la toxine utilisée était du Dysport, ce n'était pas la même que sur mon étude. On était aux alentours de 300 unités Spaywood jusqu'à 500 unités, voire 600 unités Spaywood, avec une nette amélioration des douleurs. Donc, en ayant vu cette étude, je me suis dit que l'amélioration partielle des douleurs chez ma patiente était probablement secondaire à une injection avec des doses trop peu importantes. Et j'ai donc décidé de la revoir à 4 mois pour effectuer une deuxième injection en augmentant nettement les doses. Voici là encore un différentiel entre le côté où se présente le muscle solaire accessoire et le côté sain au niveau du tunnel tarsien. La comparaison côté sain versus atteint, là c'est la consultation de contrôle à 4 mois et on retrouve quand même un muscle qui est moins volumineux que lors de la première consultation. D'ailleurs, voici l'image comparative entre octobre 2024 et janvier 2025 après l'injection de 50 unités de toxine botulique de type A. Ici, c'est l'image au mois d'octobre et ici au mois de janvier avec un muscle qui est beaucoup moins important, moins volumineux. Donc, lors de cette consultation de contrôle janvier 2025, nous décidons d'augmenter en passant non pas à 50 unités, mais 150 unités. En cas d'échec, se posera bien entendu la question d'une résection chirurgicale, étant donné qu'on retrouve une irritation du tunnel tarsien. Voici l'injection sous guidage échographique dans le muscle solaire accessoire, technique outplane. Visualisation du type écho et passage de la toxine botulique dans le muscle solaire accessoire. Pour l'injection musculaire, j'utilise une technique outplane et non inplane car j'ai besoin de moins de précision vu que le muscle est relativement volumineux. Concernant le solaire accessoire, c'est un muscle qui est assez rare, selon les séries, entre 0,7 et 5,5% de la population.
La plupart du temps, c'est un muscle qui est asymptomatique, qui peut parfois gêner le patient lors de l'activité physique, c'est ce qui était le cas chez nous. L'insertion proximale se situe sur la face postérieure du tibia et de l'aponévrose profonde du solaire. Concernant l'insertion distale, il existe de très nombreuses variations que je ne détaillerai pas ici. Enfin, concernant les symptômes, essentiellement une douleur rétromalléolaire à l'effort avec tuméfaction et parfois des paresthésies lorsqu'il y a une irritation sur le tunnel tarsien. En imagerie, l'échographie est un examen facile, rapide. Encore faut-il bien connaître l'anatomie pour pouvoir analyser ce muscle solaire accessoire. J'ai tiré ces images du livre de Franck Lapègue et Nicolas Sens. L'IRM permet aussi de faire le diagnostic qui va aussi surtout mieux nous aider pour l'insertion distale musculaire qui est difficile à visualiser en échographie. Concernant le traitement, comme vous l'avez vu, une seule étude, l'équipe de Strasbourg, Marie-Ève Orobetti-Isner, avec les injections de toxines botuliques. Je pense que c'est un traitement quand même qui ne présente pas d'effets secondaires significatifs, facile, traitement médical qui permet d'éviter l'opération et qui, à mon avis, doit être tenté en première intention. En cas de récidive ou d'échec du traitement, peut se poser la question d'une chirurgie, aponevrotomie lorsqu'on en a un équivalent de syndrome des loges, en fait, avec un muscle qui augmente de volume et qui devient douloureux, allant jusqu'à l'exérèse chirurgicale. Actuellement, c'est vrai que l'exérèse chirurgicale paraît être le traitement chirurgical le plus utilisé. Donc, en conclusion, devant toute tuméfaction du pied, il convient d'éliminer un muscle accessoire. Ils sont nombreux aux membres inférieurs avec ce tableau extrait encore une fois du livre de Franck Lapègue et Nicolas Sens, qui retrouve plusieurs muscles surnuméraires, le plus fréquent étant le troisième fibulaire, entre 40 et 90% selon les séries. Le peroneus coarctus, le peroneus digiti quinti, qui prend son origine sur le cours fibulaire. Ensuite, concernant la région médiale, on a le plantaire grêle qui est vraiment le plus fréquent, qui peut être intéressant pour certaines reconstructions et qui surtout doit être important lors des suspicions de rupture du tendon d'Achille, car sa présence ne doit pas faire éliminer le diagnostic de rupture complète du tendon d'Achille, ce qui peut souvent surprendre, avoir une continuité des fibres sur des ruptures du tendon d'Achille, mais il s'agit en fait du muscle plantaire grêle. Merci à tous.